Bonjour les élèves. Durant la première partie du cours La reproduction chez l'homme, on a vu un certain nombre de paragraphes durant lesquels on a pu savoir le rôle des ovaires dans la production des ovules ainsi que le rôle des testicules dans la production des spermatozoïdes, c'est-à-dire des gamètes mâles, ainsi que les caractères de la puberté, ainsi que ce que se passe au niveau de l'ovaire et de l'utérus durant les phases, durant les menstruations. On va passer à la deuxième partie du cours concernant la fécondation et la nidation, ainsi si les conditions sont favorables. Pour la première partie de ce paragraphe, on va étudier la fécondation, de la fécondation à la nidation. On va débuter par la fécondation. Qu'est-ce que la fécondation? La fécondation est l'union d'un gamète mâle avec un gamète femelle et fusion de leur noyau pour former un œuf. Les schémas suivants, les photos suivantes montrent des ovules entourés par un certain nombre de particules qu'on les appelle les spermatozoïdes. Dans le deuxième, on voit qu'un spermatozoïde est en train de perforer la membrane de l'ovule pour essayer de libérer son matériel, libérer son noyau pour arriver à la fécondation. On va dire quand arrive cette fécondation? Lors de l'ovulation et après un rapport sexuel, l'homme libère des millions de spermatozoïdes ou des millilitres de spermatozoïdes dans le vagin d'une femme. Et ces spermatozoïdes qui sont des petites particules et qui possèdent un flagelle qui leur permettent le déplacement, ils migrent vers la partie supérieure, vers la partie supérieure de la trompe de Fallope et pour la rencontre de l'ovule qui est libéré par l'ovaire durant le 14e jour. La rencontre de l'ovaire, des ovules et des spermatozoïdes se fait dans la partie supérieure de la trompe de Fallope. Donc, on peut constater lors du rapport sexuel, l'homme dépose dans le vagin de la femme quelques millilitres de sperme, contenant environ 400 millions de spermatozoïdes. Seuls quelques milliers parviennent à traverser le col de l'utérus pour aboutir à la trompe à travers l'utérus. Si on a la période de fécondation, c'est-à-dire les périodes durant lesquelles une femme peut être fécondée, c'est-à-dire qu'il peut avoir une fécondation. C'est après les règles, une période de non-fécondité et du 17e au 20e jour, la période de fécondité. Sachant que la durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme est de 3 jours, ainsi que la durée de vie de l'ovule après l'ovulation est presque 2 à 3 jours. Donc, ce qui est en vert, c'est la période durant laquelle peut avoir une fécondation et aboutir à un œuf. Si le rapport sexuel coïncide avec l'ovulation, la fécondation aura lieu au niveau de la trompe. Un seul œuf se forme. Il s'agit d'une fécondation interne. L'homme possède donc une fécondation interne. Que va devenir cette
cet œuf après la fécondation. Cet œuf va subir une migration dans la trempe pour arriver au col de l'utérus, après avoir été préparé l'utérus d'avant à la réception de l'œuf. Durant cette migration, l'œuf subit un certain nombre de divisions et de migrations progressives jusqu'à le 6e ou 7e jour, on arrive à la nidation et la fixation de l'œuf au niveau de l'utérus. Après la fécondation, l'œuf subit à plusieurs divisions. Il fait en moyenne une division toutes les 20 heures, tout en progressant dans la trempe. L'embryon circule dans la trempe et parvient dans l'utérus où il s'implante dans la muqueuse utérine entre le 6e et le 7e jour et le 7e jour qui subit la fécondation. C'est la nidation. La muqueuse utérine ne sera pas détruite cette fois à la date prévue. Cette absence de règles signale le début d'une grossesse. Donc, la grossesse, que se passe durant la grossesse? Dans ce paragraphe, on va étudier la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. La grossesse. La grossesse est le processus de développement d'un nouvel être à l'intérieur des organes génitaux de la femme. Après 9 mois de grossesse, la femme enceinte donne naissance à son bébé. Les étapes de croissance du fœtus dans l'utérus sont les suivantes. Durant la première semaine et la deuxième semaine, la formation de l'embryon. Et durant la troisième semaine, le cœur de l'embryon commence à battre. Et de plus en plus, il grandit et se développe jusqu'à se forment tous les organes du fœtus. On peut savoir le sexe du fœtus durant le 3e mois. Ce fœtus reste lié avec la maman par un cordon ombilical au niveau du placenta qui est très vascularisé. Il contient des artères et des veines où il se change les échanges gazeux et les échanges de nutriments qui permettent la croissance et le développement du nouveau-né. L'embryon poursuit son développement dans l'utérus, donc pendant la troisième semaine de grossesse, les contours de la tête et des membres apparaissent. Et pour la première fois, le cœur bat. À la fin des 12 premières semaines, les principaux organes sont formés et le sexe est déterminé. L'embryon est devenu un fœtus. Une vaste cavité remplie de liquide l'entoure et le protège. Le fœtus est relié à la paroi de l'utérus par le cordon ombilical et le placenta. Durant la fin du 9e mois arrive l'accouchement. Cet accouchement débute par les contractions de l'endomètre au niveau de l'utérus. Il va avoir des contractions successives de le col de l'utérus et de l'endomètre pour qu'ils permettent l'ouverture et la dilatation de l'utérus.
Ainsi, l'accouchement se présente en 3 étapes. La première étape, c'est la dilatation et l'ouverture du col de l'utérus qui devient de plus en plus ouvert jusqu'à arriver à 10 cm, durant laquelle il va permettre l'expulsion du bébé. Dans la 3e étape, c'est la délivrance, durant laquelle le placenta et le reste va être rejeté. Donc, on peut conclure qu'à la fin de la grossesse, le fœtus devient apte à quitter l'utérus et à vivre à l'extérieur du corps de sa mère. Durant l'accouchement, les muscles de la paroi de l'utérus se contractent et provoquent l'expulsion du bébé. Après l'accouchement, le personnel médical reviendra observer le bébé premièrement, pour s'assurer qu'il n'a aucune malformation, pour dégager ses voies respiratoires s'il est nécessaire, le peser et le mesurer, et lui administrer un onguent ophtalmique pour nettoyer ses yeux, pour éviter les infections. Ainsi, il peut lui injecter de la vitamine K. De plus, vérifier les nouvelles fonctions vitales. On va passer à une autre partie, c'est l'importance de l'allaitement. L'allaitement maternel, c'est-à-dire l'allaitement à sein, car il y a des mamans qui ne peuvent pas allaiter leur bébé à cause qu'ils ne possèdent pas du lait, ou bien ils ont des occupations qui ne leur permettent pas de faire cet allaitement naturel. Donc, le lait maternel est le meilleur aliment et le meilleur boisson pour son nourrisson pendant les 6 premiers mois de la vie. Il n'a besoin d'aucun autre aliment ou de boisson pendant cette période. L'eau n'est même pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le lait maternel couvre tous ses besoins. Il contient des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments, des sucres, des graisses, des protéines, des sels minéraux dont votre bébé a besoin pour bien grandir, le tout en juste des quantités. Le lait maternel a de bons effets sur le nourrisson, ainsi que sur sa maman. Par exemple, pour le nourrisson, il augmente l'immunité et la protection du bébé. Pour la maman, il la protège contre les cancers de sein. On termine pour cette partie et on passe quels sont les moyens qui permettent de réguler les naissances en utilisant les moyens de contraception. Quels sont les moyens qui nous permettent d'empêcher une grossesse? Ces moyens sont appelés les moyens de contraception ou bien les contraceptifs. On peut les classer en 3 types. Soit sont les contraceptifs naturels, soit chimiques. Maintenant, pour les contraceptifs naturels, le retrait. L'homme doit se retirer avant l'éjaculation. Mode de contraceptif et de contraception un temps soit peu frustrant. Il peut être source de nombreux échecs, malgré une parfaite maîtrise de soi. Pour les méthodes du calendrier, il faut étudier plusieurs cycles menstruels afin de respecter et de repérer la période
la plus fertile. Ensuite, une fois isolé, il faut s'abstiner de tout rapport sexuel pendant toute cette période. Pour qu'il soit efficace, il faut que les cycles de la femme soient très réguliers. Tout d'abord, c'est-à-dire on va savoir la durée du cycle menstruel de la femme pour savoir le jour de l'ovulation. Les contraceptifs mécaniques, deuxième pour les contraceptifs mécaniques, c'est l'utilisation des diaphragmes. Ces diaphragmes se présentent sous forme d'une petite couple souple en latex. Son mode de fonctionnement est d'empêcher les spermatozoïdes de passer pour féconder l'ovule. Le schéma montre le type de ces contraceptifs où le diaphragme il est généralement utilisé par une femme. Le préservatif masculin. Le préservatif masculin est une enveloppe en latex ou en polyuréthane qui se déroule et s'enroule sur le pénis en érection et doit être utilisé avant le rapport sexuel. Son rôle est de retenir le sperme et de l'empêcher d'entrer dans le vagin. Le stérilet. Le stérilet va assurer le rôle de contraceptif à son contact. Les spermatozoïdes, ils deviennent complètement inactifs, c'est-à-dire ils ne vont pas migrer vers la trempe de Fallope. Il est généralement mis dans les deux cols de l'utérus. En parallèle, il provoque une petite inflammation de la muqueuse utérine qui empêche la nidation. C'est-à-dire, quand on met ce stérilet, il va empêcher le passage des spermatozoïdes vers la trempe de Fallope. Les contraceptifs hormonaux. Les contraceptifs hormonaux, ce sont les contraceptifs les plus utilisés. Ce sont des pilules contenant des hormones semblables à celles sécrétées par les ovaires qui agissent principalement en bloquant l'ovulation ou empêchant la nidation. Ces hormones sont l'oestrogène et la progestérone. Les spermicides. Les spermicides sont eux aussi des contraceptifs chimiques et hormonaux. Ce sont des produits qui visent à inactiver les spermatozoïdes et le rendre immobile. Donc, on peut conclure que la reproduction sexuée est une des modalités de reproduction les plus importantes qui nous permet non seulement aux êtres vivants de se multiplier, mais elle augmente aussi leurs chances de survivre face aux changements physiochimiques de l'environnement. Mes chers élèves, on va faire un exercice d'application sur la reproduction chez l'homme concernant l'étape de fécondation. Cet exercice est constitué par un schéma de l'appareil génital femelle ainsi par des images concernant chaque étape de la fécondation. On va essayer de remplir ensemble le nom de chaque étape et de chaque constituant et de chaque image. On va voir, tout d'abord, on a des cellules œufs, début de la fusion du noyau de l'ovule, spermatozoïde, début de fécondation,
ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des données qu'on va essayer de donner chaque étape lui attribuer son nom, ou bien sa phase. Première étape, on voit dans cette étape des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes sont généralement libérés durant un rapport sexuel. On va essayer ensemble de trouver à quoi on va contribuer chaque phase au schéma ou au dessin correspondant. La première sont des spermatozoïdes libérés lors d'un rapport sexuel. La deuxième étape, c'est, sur ce schéma, on voit que c'est l'ovule. Ce qui arrive au niveau de l'ovule, c'est l'ovulation. On va chercher l'ovulation. C'est l'ovulation. Durant l'ovulation, il y a libération de quoi? Il y a libération de l'ovule. C'est l'ovule. Après la libération de l'ovule, on voit qu'après la migration des spermatozoïdes le long de la trempe, ils se sont rencontrés au niveau de la trempe. Donc, cet schéma correspond au début de la fécondation. Sur cette image, on voit des spermatozoïdes s'approchant de l'ovule. Donc, c'est le début de la fécondation. Après la fécondation, donc, on voit sur cette image, il y a deux noyaux, le noyau mâle et le noyau femelle. Donc, c'est le début de la fusion des noyaux et de l'ovule et du spermatozoïde. Après, sur cette image, on voit que les deux noyaux sont déjà fusionnés, c'est-à-dire la fécondation a été réussite. Après la réussite de la fécondation, un œuf s'est formé. Donc, l'œuf a été formé, il est devenu une cellule œuf. Puis cette cellule va subir une migration ainsi qu'une division. Cette division, c'est un embryon à deux cellules. Puis, cet embryon à deux cellules va passer à un embryon à 16 cellules qui va donner un autre schéma. C'est devenu un embryon est retenu au niveau de la muqueuse. On voit là, ici, la muqueuse utérine, c'est que cet embryon va être retenu au niveau de la muqueuse. Ici, on a la muqueuse de l'utérus, et dans cette image, c'est les trempes. Donc, on va faire une récapitulation ensemble. Durant le rapport sexuel, les spermatozoïdes sont déposés au niveau du vagin. Ils vont migrer vers l'ovule en passant par la trempe et arrivant à l'ovule où il sera fécondé au niveau de l'ovule. Et après, il y a fusionnement des noyaux des spermatozoïdes et les noyaux de l'ovule, donnant ainsi une cellule œuf. Cette cellule œuf va subir une migration, en même temps une division. La division va donner la première division à 2 cellules, puis à 4 cellules, puis à 16 cellules, jusqu'à donner naissance à un embryon qui va se fixer sur la muqueuse
et urine. Durant cette phase, on a une lanidation. On va voir la réponse et la correction de l'exercice. Bravo, tout a été en bon, donc bonne maîtrise. Ok, donc ça, c'est les spermatozoïdes déposés, muqueuse de l'utérus, la migration, la trompe de Fallope, l'ovule, l'ovulation, début de la fécondation, un fusionnement des noyaux, fécondation, réussite et l'embryon. L'embryon a des cellules jusqu'à obtenir un embryon et au niveau nidation. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.